Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Faustin Archange Touadéra reconduit à la tête de la Centrafrique pour un second mandat selon les résultats provisoires. Une victoire dès le premier tour mais en demi-teinte et fortement contestée par l'opposition. La zone de libre-échange continentale africaine est officiellement entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Un nouveau cadre commercial qui doit prendre en compte une réalité majeure, à savoir le commerce informel transfrontalier pour maximiser son potentiel. Et le Cameroun, surpris par le Niger à Yaoundé, le pays hôte du CHAN 2021, a été battu 2-1 dans le cadre d'un tournoi amical dans la préparation du championnat d'Afrique des Nations de football qui débutera le 16 janvier. Retour sur cette rencontre dans cette édition. Ses partisans avaient prédit un coup KO. Il l'a fait en Centrafrique. Le président Faustin Archange Touadéra a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre, selon les résultats provisoires. Des résultats qui le donnent vainqueur avec 53,92% des suffrages. Une victoire en demi-teinte puisque la moitié des électeurs n'a pas pu aller voter à cause des offensives rebelles et que l'opposition dénonce des irrégularités. Le point avec Corinne Kamse-Eoné. L'autorité nationale des élections en République centrafricaine a rendu son verdict ce 4 janvier 2021. Le président candidat Faustin Archange Touadéra est vainqueur du scrutin présidentiel du 27 décembre 2020 avec 53,92% des voix. L'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé est arrivé deuxième avec 21,01% des suffrages exprimés. Ce sont au total 16 candidats qui ont pris part à cette élection. Nous sommes contents de savoir que notre candidat a été élu dès le premier tour. D'ailleurs, ça ne nous étonne pas, comme j'ai l'habitude de le dire. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons travaillé à sa réélection. Son bilan a parlé. Le peuple lui a fait confiance de nouveau. Et pour nous, c'est une satisfaction. Étant entendu que c'était un défi, ces élections-là, le peuple s'est soulevé comme un seul homme, malgré les défis sécuritaires, malgré les menaces, malgré quelques intimidations. Les gens sont allés massivement voter. Selon l'autorité nationale des élections, environ 700 000 Centrafricains se seraient rendus aux urnes sur les 1,8 million d'électeurs attendus. Les élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020 se sont en effet déroulées dans un climat de tension. Quelques jours avant l'ouverture des bureaux de vote, des mouvements rebelles qui contrôlent plusieurs localités du pays avaient tenté une incursion à Bangui sans succès. Pour une partie de l'opposition qui dénonce en outre des fraudes durant les opérations de vote et de dépouillement, il faudra faire des recours pour contester ces résultats. Nous n'avons aucun PV d'aucun bureau de vote. Nous ne savons pas combien nous avons eu dans le bureau de vote qui se trouve à 2 km d'ici ou à 400 km d'ici. Ou jusqu'au moment où je vous parle. Comment nous pouvons faire foi à des résultats qu'on nous proclame? Donc, au moment où je vous parle, nous, en tant que parti politique et les autres candidats, ils n'ont pas les procès-verbaux issus des votes. Le président Faustin Archange Touadéra, né à Bangui le 21 avril 1957, mathématicien de formation, a été Premier ministre de 2008 à 2013. Il est élu président de la République en 2016. La Cour constitutionnelle devrait valider cette seconde victoire le 19 janvier 2021 après la phase des recours. Pour ce second mandat, le président Touadéra doit relever le défi de la sécurisation de nombreuses régions du pays, le renforcement et la promotion de la cohésion nationale et la relance économique de ce pays d'Afrique centrale. Et quelques heures avant la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 27 décembre, la justice centrafricaine a annoncé le 4 janvier l'ouverture d'une enquête judiciaire contre l'ancien président François Bozizé et ses complices présumés pour rébellion et atteinte à la sûreté intérieure de l'État, notamment par rapport au fait de déstabilisation en cours dans le pays dont les groupes armés contrôlent 80% du territoire. Rappelons que le 19 décembre 2020, le gouvernement centrafricain avait accusé François Bozizé, dont la candidature à l'élection présidentielle avait été invalidée, de fomenter un coup d'État.
Les négociations entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie concernant le barrage de la Renaissance ont repris le 2 janvier. Une reprise encourageante après plusieurs mois sans avancée concrète concernant ce projet éthiopien construit sur le Nil. L'objectif étant de trouver un accord final tripartite dès la fin de ce mois de janvier 2021. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie reprennent les négociations au sujet du grand barrage controversé sur le Nil. Amorcée ce 2 janvier 2021, cette phase de pourparlers a pour objectif d'aboutir à un consensus définitif des 3 parties sur la question du remplissage du barrage sur le Nil après 10 ans de discussion. À cet effet, un document de travail a été diffusé au sein des 3 pays sur les détails de négociation. Pour l'heure, l'Égypte n'adhère pas encore totalement aux éléments contenus dans le dit document. Une fois que le barrage est sous administration provisoire des Nations Unies, alors l'ONU pourra ouvrir la voie juridique dans le cas de règlement définitif de ce contentieux. Il faut te rappeler que le barrage du Nil aujourd'hui n'est pas la seule question d'ordre international qui a marqué l'histoire du droit au plan géographique. On se rappelle évidemment du contentieux entre le Nigeria et le Cameroun sur la presqu'île de Bakassi. Donc la Cour internationale de justice pourrait être saisie dans les mois qui viennent pour régler définitivement la question du barrage du Nil. Outre le point de discorde sur le rythme de remplissage du barrage sur le Nil, l'Égypte et le Soudan évoquent également leurs droits historiques sur le fleuve. Pourtant, l'Éthiopie revendique une égalité des droits pour tous les pays du bassin du Nil. Il est donc important aujourd'hui que les Nations Unies s'imposent comme étant les seuls facilitateurs internationaux pour régler ce conflit. Si les Nations Unies reprennent le dialogue entre ces 3 États en essayant au préalable d'évaluer le coût d'investissement qui avait été effectué au préalable par l'Éthiopie en remplissant le barrage du Nil, dans le cas d'une procédure d'indemnisation des États déjà qui ont fortement investi dans la réhabilitation de ce barrage, alors ce barrage sera sous administration de l'ONU. La suite des négociations prévoit une rencontre tripartite le dimanche 10 janvier avec l'espoir qu'un accord final soit enfin trouvé dès la fin du mois. Ces négociations vont se dérouler en présence du dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa, actuellement à la tête de l'Union africaine. Rappelons que le Nil, qui coule sur quelques 6000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est. Également dans l'actualité, en Éthiopie, 17 personnes soupçonnées d'être impliquées dans des violences communautaires meurtrières dans la zone de Metekel ont été arrêtées par les forces de sécurité de l'ouest du pays. Selon les autorités, les individus interpellés étaient en possession de 290 flèches. Rappelons qu'en décembre 2020, une attaque armée menée par des éléments présumés de l'ethnie Goumouz dans le village de Bekoji, dans cette même zone de Metekel, avait fait au moins 207 pertes en vie humaine. Enfin, il est à noter que les violences communautaires dans l'ouest de l'Éthiopie ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés au cours de ces derniers mois. Les pays africains ont officiellement commencé à commercer depuis le 1er janvier 2021 dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, un nouveau cadre qui doit prendre en compte toutes les réalités pour maximiser son potentiel et notamment celui du commerce informel transfrontalier qui constitue aussi bien des risques que des opportunités. Plus de détails avec Nathalie Mauve. L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine devrait tenir compte du commerce informel transfrontalier, une démarche qui pourrait maximiser le potentiel du nouvel accord commercial africain selon des experts d'Afreximbank. Oui, le commerce informel doit être pris en compte dans le cadre de la ZLECAf. Il faut absolument que ce commerce soit pris en compte parce que c'est du commerce. Pourquoi? Ce n'est pas un commerce de seconde zone, c'est juste un commerce mal évalué. Le commerce informel transfrontalier représente pour l'Afrique de l'Est à elle seule jusqu'à 80% de la valeur du commerce formel. Selon des spécialistes, un meilleur contrôle de ce segment pourrait permettre d'avoir une plus grande visibilité de la contribution économique des femmes, en particulier en Afrique de l'Ouest. On doit éviter de le combattre parce qu'on ne peut pas le combattre.
On doit plutôt, de façon optimale, essayer de l'eau cadrer, d'essayer de l'eau positiver, en évitant au mieux de toujours vouloir l'eau formaliser. Le commerce informel transfrontalier résulte principalement de la rigidité des normes commerciales actuellement en vigueur en Afrique. Pourtant, ce secteur, quoique peu régulé, demeure particulièrement lucratif. Dans certains pays africains, ces acteurs peuvent gagner entre 4 et 10 fois le salaire minimum local. C'était une rentrée espérée au Kenya. Des millions d'élèves ont repris le chemin de l'école le 4 janvier après 10 mois sans avoir foulé le sol des salles de classe, conséquence directe de la pandémie de Covid-19. Alors comment s'organise cette rentrée qui suit une année blanche? Élément de réponse avec Zara Mohamed Moutiou. Après des semaines de confinement, les élèves ont repris ce lundi 4 janvier le chemin de l'école. C'est la rentrée des classes au Kenya pour plus de 16 millions d'écoliers, après une longue fermeture effective depuis le mois de mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Nos enfants sont à la maison depuis longtemps. Le système éducatif est en train de tomber. C'est donc bien pour eux de retourner à l'école, mais la préparation de la réouverture a été rapide. Ils auraient pu faire quelque chose avant de rouvrir les écoles. La fermeture des écoles a entraîné beaucoup d'interrogations quant à l'avenir de plusieurs enfants. Les autorités s'attendent à une vague de décrochage scolaire massif dans le pays. La réouverture est saluée par certains, mais d'autres craignent pour la santé de leurs enfants. La sécurité sanitaire est-elle garantie? Les gestes barrières vont-ils pouvoir être respectés? Autant de questions posées par les parents. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, les enfants iront bien, parce que tout dépend de Dieu, et je sais qu'ils iront bien. Mais je suis aussi humaine, et je ne peux pas être sûre, même si je sens qu'ils iront bien. Mais je me demande comment dans cette école de l'Olympique, où il y a trop d'élèves, comment ça va fonctionner? Certains d'entre eux ne savent même pas comment se laver les mains. Comment peuvent-ils alors être en sécurité à l'école? Des interrogations de parents inquiets. De son côté, le gouvernement se veut rassurant. Il a procédé il y a quelques jours à la distribution de savon dans plusieurs établissements scolaires. Insuffisant, dénoncent plusieurs organisations, compte tenu de la situation sanitaire. Contre-performance des Lions indomptables à moins de 2 semaines du début du CHAN 2021. Le Cameroun, pays hôte de cette compétition qui débutera le 16 janvier, a été battu par le Niger 2-1 à Yaoundé lors de la 3e journée du pré-CHAN 2021. Alors, faut-il s'inquiéter à quelques jours du coup d'envoi de ce championnat de football? Élément de réponse avec Nelly Claude et Bessa. C'est sur une contre-performance que s'est achevée la rencontre opposant les Lions indomptables A-Prime du Cameroun au MENA A-Prime du Niger. La deuxième sortie des Lions indomptables de Martin Tongumpile en pré-CHAN s'est terminée par une défaite 2-1 pour les Camerounais. Déjà dès la première dizaine de minutes de jeu, Moussa Adamou Issa trompe la vigilance du portier camerounais et inscrit le premier but de cette partie. Les MENA du Niger ont continué à exercer la pression et ont pu, grâce à leur schéma tactique, transformer le pénalty de la 40e minute en but marqué par Ibrahim Issa. L'équipe n'a pas bien tourné, il n'y a pas eu beaucoup de jeux et on n'a pas pu être à la hauteur de ce match aujourd'hui. J'espère qu'on va retrouver un bon état d'esprit. Il y a eu des phases jouées qui ont été bonnes. On va essayer d'exploiter tout cela pour que l'équipe puisse être beaucoup plus stable. Le dernier match qui nous reste sera le vrai match de galop d'essai pour nous. On va tous y mettre pour que, et vous tous et le public, nous tous, nous engagions le CHAN avec un peu plus d'optimisme. En matière de technique, la défense n'est pas bonne. Et le gardien se bat pour jouer en même temps défenseur et gardien. Au niveau de l'attaque, c'est bon. Et le milieu, c'est bon. Mais avec cette prestation, je pense que le Cameroun, les Lions A-Prime, ils vont buter.
Il faudra attendre la seconde mi-temps pour voir les Lions indomptables sortis de la torpeur. Et l'espoir renaît à travers le remplacement effectué par le sélectionneur camerounais qui ne rapporte qu'un seul but de Jacques Zoua sur un corner à quelques minutes de la fin de la rencontre. Cameroun 1, 2 Niger. C'est sur cette victoire des MENA que s'est achevée cette troisième journée du Pré-CHAN. Je pense que dans ce match, on a très bien défendu. Certes, le jeu long des Camerounais a permis parfois de sauter notre bloc, mais on était en place éventuellement en amorçant nos reculs pour être sur les trajectoires de ballon. Ils n'ont pas systématiquement cherché à poser le jeu et à nous attaquer comme a su bien le faire la Zambie. Je pense que dans ce match, défensivement, malgré qu'on a été diminué de notre axe défensif, on était obligé de trouver les mécanismes pour équilibrer notre défense. On a su rester en place, récupérer assez de ballons et tenter de le remonter. Donc on est satisfait avec notre match d'aujourd'hui. C'est juste l'engagement. On était engagés plus que les Camerounais aujourd'hui. Tactiquement comme l'engagement aussi. Ouais, c'est un espoir pour gagner le Cameroun. On est fiers aujourd'hui, on est fiers. Le Cameroun lancera le CHAN contre le Zimbabwe dans le groupe A, aux côtés du Mali et du Burkina Faso. Le Niger, quant à lui, se retrouve dans la poule B, aux prises avec la Libye, le Congo et la République démocratique du Congo. Lors de sa dernière sortie dans le cadre du Pré-CHAN, le Cameroun affrontera la Zambie, tandis que le Niger se frottera à l'Ouganda. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.